Vous avez vu différentes approches. Vous avez vu qu'on va venir espionner. On va mettre des spies un petit peu partout, que ça soit aller voir, mais on va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Vous avez vu que derrière, on transmet, vous avez vu qu'on compare, vous avez vu qu'on émet des hypothèses, on émet des probabilités, on émet plus de diagnostics. Donc on va poser un peu les questions. Et puis vous avez vu qu'à côté, la notion de docteur aidé, de docteur augmenté, on n'a pas vu la notion de docteur remplacé. Le remplacement évoluera-t-il? Alors, quelques définitions, mais on avait fait ces diapositives un petit peu avant. Vous avez vu qu'on est dans une réflexion globale dans laquelle on va avoir un stockage de données monstrueux auquel on participe pas. Je vous cite juste, pour compléter les brillants exposés précédents, certains projets, par exemple, faits par des firmes telles Biorad. Biorad, si vous voulez, est une firme dans le domaine de la biologie médicale dont le but est d'implanter des capteurs qui vont permettre d'avoir vos paramètres biologiques en temps réel. C'est-à-dire, on n'est plus dans le poids, on n'est plus dans la taille, on n'est plus à ce que vous avez mis. On émet en dehors des données les plus intimes et on va même un petit peu plus loin puisqu'on va des fois dans des traces génomiques. Vous voyez qu'on a du mal à savoir où s'arrête l'alimentation du cloud et on ne sait plus si c'est dans quel sens on vit. Derrière, vous avez bien compris cette donnée donc, de big data, et comme l'a très bien dit Xavier à la fin, on est dans cette notion que vous connaissez de médecine des 4P, cette médecine dite prédictive, personnalisable, qui est derrière d'avoir l'ensemble de la personne avec toutes ses composantes. Et que sommes-nous sinon qu'un capital génétique qu'a montré Yves Jankowski sur notre départ, placé dans un environnement avec, et je le répète, des spies, des espions qui sont de partout et qui vont alimenter cette notion de big data. Et puis derrière, vous l'avez vu, puisqu'il y avait de très beaux éléments, et je l'avais juste mis ces quelques diapos pour bien que vous ayez les idées claires entre ce qui était réalité augmentée, réalité virtuelle immersive, et puis la notion d'intelligence artificielle qui a été plus que brillamment exposée par Xavier. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même rendre grâce quand même à notre spécialité. On a su quand même toujours évoluer. Vous voyez, vous avez ici un jugement des ORL qui conseillait la marque de cigarette. Vous voyez qu'avec quelques années supplémentaires, ceci peut devenir assez anachronique, mais c'est quand même un témoin du dynamisme de la spécialité. Et si on va essayer de se recentrer petit à petit sur la spécialité, c'est pour expliquer, et ça a très bien été montré par Laurent Schmoll, qu'on a vécu au cours des 30 dernières années, enfin celles que je connais personnellement, un certain nombre d'évolutions où on a tous travaillé sur la partie gauche avec nos yeux, avec une absence de système optique, avec des éclairages dans notre spécialité à trous, et que l'on a été bousculé, bouleversé, on a évolué avec la technologie de l'image. Rappelez-vous la façon dont ça a été petit à petit mis en place pour les ORL. Je vous rappelle par exemple les premiers rapports sur l'imagerie de l'oreille où on disait mais jamais d'imagerie de l'oreille dans une recommandation pour une autospongieuse. Regardez ce que c'est devenu 20 ans après. Regardez un peu où on en est au niveau de l'imagerie clinique. Et puis à côté, vous avez une imagerie en haut qui représente le Da Vinci, qui est une chirurgie médiée par informatique, mais où l'homme est toujours à l'échelon décisionnel. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre d'autres types en bas, et je vois le représentant du syndicat des audioprothésistes avec ses audiométries automatisées. Et vous connaissez, juste pour vous montrer le projet qui existe pas, de prescription de la prothèse au Royaume-Uni chez la personne âgée, où la personne âgée au-delà de 65 ans va téléphoner, fait une audiométrie automatisée qui permet, s'il y a besoin, d'avoir une prescription de prothèse qui arrive pré-réglée directement par colis postal. On a chanté l'étape médicale, on a chanté l'étape ORL, on a chanté l'étape audioprothèse. Réflexion à avoir.
et en bas cette image pour le connecter. Alors, quid de l'ORL dans tout ça, puisque Jean-Michel m'avait dit « mais ça serait bien quand même que tu ramènes un peu ça à notre profession, à notre vécu ». Alors, j'ai essayé à un moment donné de voir. Alors, j'ai mis, je ne sais pas si j'ai une flèche, parce que c'est quand même plus gelé. Bon, c'est pas grave, je vais la faire avec l'ordinateur, ne vous inquiétez pas. On est là, alors, dans cette partie-là, donc... en face, on a toujours quand même un patient, mais peu importe, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, Alors, ce patient, à un moment donné, est-ce le même que celui qu'on a connu, celui qui venait nous raconter, en effet, sa tension au niveau de l'épicier du coin, lorsqu'il venait poster avec ses voisins? Est-ce que c'est le même et qui venait soit se confesser au niveau du curé ou, selon les confessions, au niveau du médecin, ces différents soucis? Est-ce le même? Ben non, ce n'est pas forcément le même, puisque ce patient va avoir une relation de connexion individuelle via des interfaces techniques dans lesquelles il participe, il est acteur, dans lequel je vous ai montré ici l'audiométrie, je vous ai montré ici des données pour l'attention, mais qui peuvent très bien, vous voyez, dans les systèmes que l'on a vus, être extrapolés à des examens cliniques. Car après tout, ce qu'a montré Laurent Schmoll, j'ai une angine, j'ouvre la bouche, j'ai 39 de fièvre, j'envoie qui va consulter un médecin pour un diagnostic d'angine. Et je ne sais pas si, et c'est une question que je poserai, si on aura besoin de la puissance de calcul de Watson pour savoir si oui ou non il faut aller un peu plus loin, mais ça va plus loin, car derrière, vous avez l'ensemble des données domiques. Alors, données domiques s'entendant sur les données qu'on peut issues du gène, mais aussi de la protéomique, c'est-à-dire de notre pattern, de notre carte d'identité protéique. Et puis, il y a d'autres éléments qui interviennent beaucoup plus largement, qui sont déjà des systèmes collectés de santé, du PMSI, ces grands réseaux qui existent, qui sont croisés, les bases de la CNAM, qui font qu'à un moment donné, on sait exactement tel patient, il a eu telle consommation d'antibiotiques, et bien sûr, on s'en sert à un moment donné pour analyser nos pratiques, mais elles alimentent un peu tous ces éléments, et vous avez eu récemment un rapport ministériel qui ouvre l'utilisation de l'ensemble de ces datas pour alimenter la communauté. Cette communauté est en échange, et ceci vous l'a très bien été montré avec Xavier, par un système d'intelligence artificielle entre guillemets, on va dire, puisque non, une intelligence artificielle, elle analyse, mais le système, et c'était l'intérêt de la présentation d'IMM, vous montrer qu'il est autonome et qu'il apprend. Et puis, bien sûr, à côté, on a cité PubMed. Mais PubMed est quoi? Ni plus ni moins qu'actuellement un système scientifique qui a un degré d'expertise par un système de reviewing. Et pour discuter à 2-3 personnes, en disant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de PubMed? On a les informations partout. Et là, cette flèche souligne simplement, et c'est une question que je vais vous poser aussi, sur le contrôle de la qualité. Quel sera le contrôle de la qualité de l'information dans tout cela? Et le médecin ORL, vous voyez qu'il va venir interagir avec son patient, soit via des aides chirurgicales. Je vous ai mis ici le système de neuronavigation, mais vous avez mis de Da Vinci. Laurent vous a montré un autre système. Va permettre de le voir autrement, c'est le cas de le dire. Et récemment, j'ai eu la semaine dernière le plaisir de tester aussi un système 3D de réalité virtuelle immersive qui était bluffant, puisque c'était une reconstitution de bloc opératoire en 3D où vous aviez votre patient, vos activités chirurgicales en 3D, et vous tourniez la tête dans le bloc opératoire et vous regardiez le négatoscope. Et c'est vraiment bluffant. Et là, tous ces outils qui vont arriver. Alors voilà un peu pour faire le rendement, et j'avais un peu envie de me retourner vers vous parce que je suis sûr que vous avez un grand nombre de questions sur la partie de l'exercice professionnel et puis des questions à poser au panel prestigieux qui est présent. Et je voulais vous donner la parole, et bien sûr j'ai quelques éléments pour guider la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Est-ce que personne n'est... D'abord, qui est équipé avec... Qui prend ses photos sur son smartphone d'autoscopie? Vous voyez, vous avez à peu près combien? 20-30%. Qui est équipé d'un logiciel de données médicales? Je pense que de recueil, dossier médicalisé, d'accord? Est-ce que dans ce dossier médicalisé, est-ce que vous l'interconnectez avec une quelconque base de données ou est-ce que vous partagez? En gros, il y a 20-30% de l'Assemblée
qui utilisait des images, il y a 60% qui utilisent un dossier médical, qui s'interconnectent avec un système d'information pour partager ces données. Donc 0% actuellement. Voilà où on en est, et c'est cette réflexion qu'il y a à avoir. La deuxième chose, qui, à l'heure actuelle, et je me retourne, une question que j'aimerais poser au cancérologue, je vois Dominique Chevalier qui est là, on a entendu parler de plans personnalisés pour le cancer, etc. Est-ce que vous qui avez la pratique quotidienne, moi je ne suis pas cancérologue, je vois que des enfants, de la cancérologie, est-ce que pour toi, Dominique, est-ce qu'une hérésie? Comment as-tu été interpellé par le dernier topo sur Watson, le cancer du sein, la P53, la patiente, sa tumeur? Une réaction à chaud. Oui, interpellé quand même depuis le début, un peu rassuré quand même à la fin de l'exposé sur le fait qu'on était encore très très loin grâce aux algorithmes mathématiques d'une utilisation. Oui, mais Yves Jantowski t'a montré notre rythme de reproduction. Absolument. Et Xavier t'a montré que non seulement les choses apprenaient seules, et les mots qu'il a répétés plus de 15 fois dans son esprit, c'est encore plus vite, encore plus vite. Donc, attention. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui d'ailleurs. Non, je crois qu'aujourd'hui, les outils restent quand même relativement courants et utilisables, mais nous n'avons pas de prescription assistée en intelligence artificielle. Je pense qu'on doit surtout, et je ne voudrais pas trop déflorer notre conclusion, d'abord parce que ce n'est pas terminé, mais je retiens pour l'instant un seul mot, c'est d'être très attentif. Et le deuxième, c'est d'être acteur de ce qui va se passer. Et je crois qu'avec ces deux solutions, on pourra probablement, ou en tout cas ces deux points importants, ne pas être dépassé ou en tout cas continuer à suivre. Ce que ça sera dans 5 ans, moi je ne suis pas certain de le savoir aujourd'hui ou en tout cas de l'avoir totalement compris. Et ce n'est pas parce que les exposés manquaient de précision, au contraire, ils étaient brillants et très instructifs. Mais je vis un peu plus d'expérience, y compris celle de nos maîtres, mais d'être très attentif, je crois qu'on a vraiment intérêt et on l'a tous été. Et je trouve cette table ronde merveilleuse. Merci en tout cas. Écoute, merci de ton retour plein de sagesse et d'expérience. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions? Je vous propose de passer, parce que une première partie qui est Laurent. Vous l'avez bien compris, Laurent nous a renvoyé dans notre exercice personnel avec ce système de capture d'image. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Et n'hésitez pas à l'embêter. Oui. Tout simplement le coût pour s'équiper. Alors, à combien tu le fais? Il y a un prix de groupe aujourd'hui à faire. Vas-y. Je dis tout de suite, c'est Colin qui distribue Shorts en France. J'ai absolument rien à voir avec ça. Je sais qu'ils le vendent au prix, le SmartScope. Donc, puisque les endoscopes, vous les possédez. Ce sont les mêmes, les bagues sont universelles, ce sont les mêmes endoscopes. J'ai déjà été vous faire de la chirurgie de genou et de la chirurgie abdominale avec ça, juste en test, hein, bien entendu. Ça marche tout aussi bien. Le SmartScope, ça vaut, je crois, autour de 700 €, mais pour les congrès, en général, Colin fait un prix autour de 550, 600 €, donc je ne sais pas exactement. Mais aujourd'hui, il va y avoir un prix quand même. Il faut un smartphone et le endoscope et les batteries, vous avez. Hein, aujourd'hui, on va avoir un prix. Ouais, c'est sûr. Hein. D'autres questions? C'est à peu près 10 fois moins cher qu'une colonne endoscopique. Et surtout, chez moi, j'utilise ça. Je n'ai plus de colonne endoscopique. Encore une fois, j'ai acheté à la FNAC un écran de 100 € télévision, grand d'ailleurs. Et puis j'ai une Apple TV, donc avec le Wi-Fi, mon écran télévision m'affiche en temps réel la photo que je viens de prendre, donc je la montre au patient ou à son accompagnant. Et avec l'application qu'on a mis au point, en recopiant un numéro qui est sur le bas de l'application, en Wi-Fi, elle s'affiche sur le navigateur de l'ordinateur. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je prends la photo et je la mets dans le dossier patient. Elle ne peut pas rentrer automatiquement parce qu'il faudrait avoir un agrément du fabricant de logiciel dont on n'a pas besoin. Mais elle s'affiche sur l'écran, je la fais glisser dans le dossier patient ouvert. Il n'y a pas de problème de sécurité de nulle part. Ça reste de mon bureau. Et c'est la photo de mon patient que je montre au patient. Et d'ailleurs, l'application permet aussi d'envoyer au patient la photo. Très souvent, il demande « Ah ben, j'ai jamais vu mon tympan ». D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui connaisse l'aspect anatomique de son tympan. Et ils sont très contents de recevoir leur tympan. Ça ne leur sert à rien, mais ils sont contents. D'autres questions? Alors moi, j'ai cru comprendre l'autoscopie. Alors, l'autoscopie, est-ce qu'il y a eu une approche? Oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème, on va la prendre, vous inquiétez pas. Je n'avais pas vu, je vous prie de m'excuser, mais je finis juste ma phrase. On est parmi les ORL, on sait que l'autoscopie
est une grosse problématique au niveau des médecins généralistes et des pédiatres. Y a-t-il eu un accueil? Y a-t-il eu une information? Comment vous voyez un peu les éléments? Et la deuxième question corollaire, c'est est-ce que le niveau d'expertise qui a été développé dans le logiciel répond à un niveau d'expertise que l'on demande d'un médecin généraliste, d'un pédiatre et d'un ORL ou d'un ORL spécialisé en otologie? Sur une échelle de 4, comment vous le placez, le niveau d'expertise qui a été fait? Alors, les diagnostics, il y a 75 000 images divisées en 10 diagnostics, 9 pathologiques et normaux. Donc, les diagnostics, ils sont traités par des algorithmes. Donc, ils sont aujourd'hui sur une base d'algorithmes aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand vous faites une photo, la base va aller, non pas comparer, parce que c'est des algorithmes de deep learning, mais la machine a appris, comme un cerveau humain, apprend ce que c'est qu'une perforation tympanique, un bouchon, un tympan normal, etc. Et la performance aujourd'hui des algorithmes qu'on a avec 75 000 images, c'est 98%, il reconnaît un tympan normal d'un tympan pathologique, donc pas 100%, mais 98%. Donc ça, on va le mettre de niveau 1. D'accord. On va le mettre de niveau 1, c'est-à-dire que dans la formation, par exemple, des étudiants en médecine de base, si vous voulez, on considère que vous devez avoir un tympan normal, reconnaître s'il y a un épanchement derrière, savoir s'il y a une perforation, et cette perforation, c'est marginal, non marginal. Voilà. Le reste, si vous voulez, les poches et tout ça, ça ne concerne pas. Donc ça, en niveau 1, est acquis. OK. Et après, en pathologique, il fait 85 à 87% de diagnostic exact. D'accord. On n'est pas à 100% non plus, on n'est pas dans une pathologie. Mais à partir du moment où il y a une pathologie, le patient doit aller voir un médecin spécialiste. D'accord. On est donc d'accord dans ce... Ben, c'est ce que je voulais entendre. C'était la place dans le parcours de soins. Oui, ben, bien sûr, il confirme le diagnostic. On peut se poser la question. On peut se poser la question parce que quel est le degré, si vous voulez, d'exactitude d'une otoscopie en milieu spécialisé, parce qu'il n'est pas à 100%, et on peut se poser jusqu'où on pousse le bouchon. Eh ben, je pense que les médecins ORL qui possèdent des optiques voient déjà très bien les tympans, parfaitement, que ce soit avec un microscope ou une optique, mais pour les pédiatres ou pour les généralistes, et ce n'est pas du tout une critique, qui voient avec l'autoscope simple, je pense déjà l'optique, c'est une image incomparable, et je pense très sincèrement que le diagnostic assisté est largement supérieur au diagnostic qu'eux portent. J'ai état d'images d'otite séreuse où c'est légèrement jaunâtre, les algorithmes ont parfaitement reconnu les tonalités jaunâtres du tympan. Je suis 100% certain que si je le présente à des pédiatres ou à des généralistes, mais encore une fois, c'est pas critique, il y a beaucoup de diagnostics, parce qu'à l'autoscope, on ne voit pas ces Non, mais c'est une problématique vraiment, parce qu'on a l'ensemble de nos recos qui sont faites, l'ensemble des recos pour les médecins généralistes et pédiatres, qui sont partis sur l'autoscopie. Or, le problème, en 2016, c'est que le problème de l'autoscopie n'est pas résolu pour des problèmes d'équipement, etc. Et moi, j'ai suscité un certain nombre de travaux, si vous voulez, avec les pédiatres et les généralistes là-dessus. C'est vraiment passionnant. C'est pour ça que je posais la question un petit peu de la place et voir ce qu'il en est. Bon, la deuxième chose, c'est que je les ai surtout conçus, pas forcément que pour les médecins, mais pour les ONG, pour les maisons de retraite. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas besoin de médecins forcément, ou on n'a pas de médecins sous la main, pas forcément. Alors les ONG en Asie, en Afrique, si on a même que 87% du diagnostic juste, c'est déjà pas mal pour voir des gens qui n'ont pas accès à la médecine. Et notre partenaire nous a confirmé que dans les semaines à venir, ils allaient pouvoir compresser les bases d'images et les algorithmes au point de ne plus avoir besoin de connexion en 4G ou en Wi-Fi pour pouvoir faire le diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, sans connexion dans le monde entier, on pourra avoir un diagnostic à distance ou même sur place maintenant. Automatisé. Accéder à la médecine. Et dans les EHPAD, une personne âgée a déjà une presbyacousie. Si vous rajoutez un simple bouchon et que vous faites le diagnostic de bouchon, il n'y a pas besoin de prendre une ambulance, nous l'amener, dire oui, on a un bouchon, ou on l'enlève, ou il faut mettre des gouttes, et puis ils font des allers-retours. Dans la maison de retraite, il suffira de faire enlever un bouchon de thyrémène. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est quand même des économies de coûts de santé. D'accord. La question, excusez-moi, je n'ai pas vu pour des raisons d'éclairage, et puis ma vue qui baisse. Oui, voilà, la question est la suivante. En fait, c'est qu'on ne prend pas trop en considération les générations d'ORL. Moi, je fais partie d'une génération qui avait du mal à amener une règle à calcul au moment du baccalauréat. Je ne suis pas né avec l'ordinateur dans la poche. On a tous maintenant des smartphones et on essaye tant bien que
enfin plutôt bien ou plutôt mal pour certains de s'en servir. Pour certains, ça semble très facile. Pour d'autres, ça nécessite, à mon avis, une formation particulière de peut-être une journée ou deux qu'on n'a pas toujours pour bien manipuler ces images, les envoyer par-ci, par-là. Et pour quoi faire finalement, alors qu'un dossier papier bien traité, c'est immédiat. On peut voir 25 patients par après-midi en consultation, au lieu d'en voir 12 et traiter les images. Que faut-il faire quand on ne sait pas si bien se servir de l'ordinateur ? Je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez des Je répondrai expériences simplement, bon, les dossiers papier, ça peut tout à fait se justifier aujourd'hui. Le problème, c'est que vous perdez des tas de données. Tous vos dossiers papier, personne ne pourra jamais en faire quoi que ce soit, les utiliser. Malheureusement, c'est des données perdues. Si vous avez des données médicales qu'on peut un jour colliger, des tas de tympans, des tas de photos, de tas de patients ou de traitements, on pourra dire ce traitement a mieux marché parce que dans les otites perforées de tel type, c'est celui-là qui est le meilleur et qui a le temps de traitement le plus court et avec le meilleur résultat. Le dossier papier, ce n'est pas une hérésie, simplement aujourd'hui, c'est des pertes de données et Watson s'appuie sur des tas de données et Yale récupère des dizaines de données de tension, de diabète, etc. Il va pouvoir décrire le meilleur traitement, le meilleur diagnostic et le meilleur traitement possible pour un patient dont on a récupéré des millions de données. Je ne suis pas convaincu de la réponse à titre personnel, vu que j'ai quand même une certaine expérience. Je vous ai parlé de la rapidité du dossier papier quand on n'est pas expert en informatique. Et la récupération des données dont vous parlez, pour le moment, je me demande où elle se trouve. On a déjà du mal puisque vous parliez de cancérologie, que c'est un domaine que je connais très bien, on a du mal déjà à donner le même traitement à Tours qu'à Strasbourg pour le même type de cancer. Puisqu'il y a des centres un peu dispersés en France. On n'arrive pas à trouver un consensus sur le traitement du cancer en France. On n'arrive pas sur le plan européen, comme on n'arrive pas sur le plan économique, comme on n'arrive pas sur le plan présidentiel, etc. Comment voulez-vous faire ? Est-ce qu'il y a un système d'exploitation de toutes vos données ? Un seul système inter-européen ? Merci. Je crois que c'est justement, vous venez de pointer le problème. Si Watson récupérait tous les traitements de France pour tel ou tel type de cancer, on verrait exactement quel est le meilleur traitement et il serait bien dommage que Watson ne puisse pas encore tout faire en même temps. Oui, d'accord, je veux bien, mais il faudrait que Watson nous aide alors à ce moment-là à acquérir peut-être à bas prix ou à nous offrir les systèmes d'exploitation X, Y et Z. Merci. Ouais, je vais juste, pas apporter peut-être un élément de réponse, mais quand je vois par exemple les projets qu'on a aux US sur Watson, donc on travaille par exemple avec l'hôpital à New York et l'autre m'échappe, c'est pas grave, où ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille sur des projets très spécifiques et avec les médecins, on a injecté de la donnée à Watson, c'est-à-dire qu'on lui a donné les articles qu'il avait besoin pour apprendre justement dans le domaine bien précis. Et cet hôpital-là, justement, avec un réseau d'hôpitaux aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'en France, on a un peu cette difficulté-là, et je comprends, hein, on a réussi à mettre dans ce type de spécialité 1 500 000 dossiers patients numérisés dans Watson, pour qu'ils puissent apprendre sur ça. Et c'est vrai qu'on avait cette possibilité-là, et c'est vrai qu'en France, il y a peut-être quelque chose à faire. L'autre point que je voulais ajouter par rapport à votre réflexion, c'est que c'est aussi pareil, je parle en ce qui me concerne dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la plupart des publications, on publie sur des données finalement qui sont les nôtres et qui sont, dont l'output n'est qu'un PDF lorsque vous regardez, qui se trouve dans PubMed. Les données ne sont pas partagées, les données ne sont pas mises en commun. Et c'est un des buts, par exemple, du Human Brain Project, donc le plus gros projet en neurosciences qui existe aujourd'hui en Europe, qui a été financé par l'Union européenne, dans lequel, justement, tous les neuroscientifiques d'Europe mettent en commun leurs données dans un système commun. Et ça, effectivement, ça permettra justement des améliorations. Voilà. Donc, je veux juste dire deux choses. Un, vous pointez dans votre double question, elle est de deux parties. La première chose, c'est l'ergonomie et c'est l'interface des systèmes d'enregistrement de données qui fait qu'actuellement, un clavier est toujours plus long. Et là, vous retombez sur les lunettes, vous retombez sur la transcription automatique de la dictée vocale qui fera, in fine, du gain de temps. Et vous avez une deuxième problématique qui est celle, en effet, du partage des données scientifiques
dans ce big data, dans les faits, et vous avez très bien raison, de dire l'ensemble des efforts qui sont faits à l'échelon européen pour collecter des datas et faire rentrer et pouvoir collecter le maximum pour avancer. Une autre question? Oui, il y avait, Je t'en prie. juste alors, il y avait une remarque d'abord. La salle n'est pas connectée sur le plan de ces dossiers médicaux, mais les intervenants non plus, puisqu'ils sont tous venus avec un ordinateur et personne n'avait sa communication sur le cloud, manifestement. Hein, puisque, Oh, si tu veux, bon, moi, elle est sur mais la... c'est une plaisanterie. Elle y est, mais enfin... Moi, la question était la suivante. On a parlé de tous ces logiciels. Il faut les nourrir avec de l'électricité. On va tous courir après des prises de courant à 4 heures de l'après-midi. On a l'impression que la technologie de l'énergie est beaucoup plus en retard que la technologie de l'informatique elle-même. Et est-ce que c'est là que se trouve le problème? Je peux essayer de répondre. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des data centers qui populent un peu partout, qui consomment de l'énergie. Et qui chauffent les piscines bientôt. Hein. Et voilà, alors justement, les alternatives qui sont en train d'être trouvées, c'est justement d'essayer de réutiliser par exemple la chaleur qui est générée pour aller chauffer des choses. Donc il y a ce qu'on appelle les green data centers, donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour améliorer. Par contre, si on se place un peu plus dans le futur et dans la recherche, et c'est par exemple, je parle de Human Brain Project tout à l'heure, une des composantes du Human Brain Project, c'est aussi de trouver des nouveaux types, des nouveaux supercalculateurs qui consomment moins. Et lorsqu'on voit le cerveau, par exemple, qui a à peu près 86 milliards de neurones et qui n'a besoin que de quelques dizaines de watts, finalement, pour faire tous les calculs qui nous sont nécessaires à la vie quotidienne, c'est justement ce type de recherche qui va amener à ce qu'on design de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de calculer, et qui, je l'espère, résoudrait effectivement ce problème d'électricité. Mais oui, c'est un vrai débat. C'est une question. Alors, on va avancer. J'ai bien compris que votre préoccupation, c'est de dire, mais... S'il vous plaît. Oui, pardon, j'ai quelqu'un que j'ai pas vu? Ah oui, excusez-moi, allez-y. Dernière question, puis après, je voudrais ensuite enchaîner sur la notion de à qui appartiennent les données, qui rejoint un peu la question précédente. Je vous en prie. Vous pourrez peut-être enchaîner sur ce que je vais vous dire. Si on a bien compris l'intérêt du recueil des données, on a bien compris l'intérêt de centraliser ça sur un big data, par exemple Watson, ou les données européennes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... On a compris les applications, l'intérêt de trouver un traitement qui soit univoque et qu'on sache qu'il marche à 100%. Mais est-ce qu'on ne risque pas une hégémonie? Est-ce qu'on ne risque pas une pensée unique? Est-ce qu'on ne perd pas la pluralité de l'être humain? Est-ce que ce n'est pas un impérialisme, entre guillemets? Je ne sais pas si le terme d'impérialisme est le bon, oui, mais j'ai bien compris. Mais on va poser la question à Youv. S'il n'y a que Watson qui va nous dicter la conduite à tenir... Non. Big Data, c'est vous. On a bien compris. Il y avait des objets connectés de partout. Je reprends les mots. On va avoir des données de partout. Ce sont des objets pour les riches. Il y aura tout. Il y a des données qui sont d'ordre... des maladies chroniques, d'autres de la maladie proprement dit. Et puis, il y a des choses qu'on aime dire, son poids. Bon, moi, je n'avais pas cette notion personnellement, mais bon, je dois évoluer personnellement. Alors, répondez un peu sur la... En fait, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la valeur des données. Pour moi, en tant que fabricant de matériel médical et qui fait de la recherche médicale épidémiologique, les seules données qui me sont utiles, c'est quand elles sont anonymes. Si aussitôt que je sais que c'est les données de quelqu'un, je ne peux plus m'en servir. Mais aussitôt qu'elles deviennent anonymes, elles deviennent incalculables en valeur parce qu'on peut s'en servir pour faire de la recherche épidémiologique. Est-on anonyme si on peut le croiser à un moment donné sur les données de l'OMIC? À nouveau, c'est une nouvelle science. Là, on est en train de partir sur un... Si vous voulez, votre carte d'identité, c'est pipeau à côté, si vous voulez. La reconnaissance syrienne, la reconnaissance OMIC, la carte protéique, la carte génomique, c'est la véritable carte d'identité. Oui, mais avec... Peut-on être anonyme? Je viens de lire une étude aux États-Unis que si je prends toutes les valeurs de votre corps personnel, elles ont une valeur perçue de 1,67 $. C'est peu, hein? C'est très peu. C'est peu, même pas de quoi m'acheter un endoscope. Vous vous rendez compte? Aussitôt qu'elles deviennent anonymes, elles ont une valeur incalculable parce qu'elles peuvent être utilisées pour sauver une vie. Mais la seule personne aujourd'hui qui peut choisir de partager sa donnée, c'est le patient lui-même. Tous les systèmes de sécurité de données
sont ancrés autour du patient qui choisit de partager ses données. D'ici quelques années, partager ses données médicales, je ne parle pas des données de bien-être, mais je parle bien des données médicales, ça serait à peu près la même chose que de faire un don d'organes. Donc vous voyez, si je veux traduire votre pensée, vous voyez dans la consultation, je viens voir un ORL parce que j'ai un problème de voix cassée. On a vu des très belles images de cordes vocales. Dans la consultation, vous voyez un temps où je demande de façon systématique aux patients, est-ce que vous me permettez de partager vos données avec la communauté ? Comment vous voyez cette relation ? C'est une évidence. Déjà, aujourd'hui, les systèmes sont en train de se mettre en place, que ce soit à travers les applications. Aujourd'hui, le système n'est pas encore très bien rodé. Aujourd'hui, je suis le seul fabricant de matériel médical qui est en fait hébergeur de données santé agréées en France. Donc moi, je n'ai aucun accès aux données. Les seules données auxquelles j'ai accès, c'est quand elles sont anonymisées. Donc, mais aujourd'hui, on est en train de se battre avec la CNIL, avec la ZIP, pour établir des systèmes plus faciles. C'est une bataille ou une collaboration ? En fait, c'est notre rôle, parce que c'est une nouvelle science. Et je préfère pousser le réglementaire que de subir le réglementaire. Aujourd'hui, je déroule dans 25 pays européens des systèmes d'anonymisation des données, et chaque pays européen a ses propres spécificités sur la sécurité des données. Donc aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, parce que c'est très difficile de répondre aux demandes de tout le monde. Je pense qu'il est acquis aussi que d'ici 2 ou 3 ou 4 ans, on aura un Pan-European Standard qui couvrira la sécurité des données médicales dans toute l'Europe ou éventuellement dans le monde entier. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Mais une question, qui ici a un iPhone ? Donc vous avez les comptes iCloud. Oui ? Une grande majorité des gens, ils ont un compte iCloud. Où sont vos données aujourd'hui ? Elles sont aux États-Unis. Qui a un compte Facebook ? Compte Facebook, vos données sont en Irlande et au Canada. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un compte WeChat ? WeChat, c'est l'équivalent Facebook chinois. Donc si vous aviez ce compte, vos données seront en Chine. Les données elles-mêmes sont apatrides. Mais à nouveau, je reviens au fait qu'elles n'ont de la valeur que si elles sont anonymes. Alors, elles ont de la valeur que si anonyme, on l'entend. Quid vis-à-vis de l'accès aux données et la sécurisation pour des systèmes d'assurance, pour guider le choix d'un prêt ou d'un mortgage, ou ce que vous voulez, quoi. Là, je viens d'en discuter avec Laurent, c'est assez intéressant comme concept. Dans l'idée de la santé socialiste, la santé, c'est un droit. Donc, et c'est gratuit. Donc, on a une relation adversarielle avec les assurances et avec les mutuelles. La perception du grand public, c'est que les assurances, ils ne payent jamais quand on en a besoin, etc. Mais si les assurances, éventuellement, avaient accès à vos données, ce n'est pas une question de vous faire payer plus cher. Ils s'en serviraient pour vous offrir les meilleurs services. Ils vous diraient, Laurent, vous avez du diabète ? J'ai une solution. Ah, non. Je me demande si se voir refuser un prêt quand on a eu un cancer du larynx, c'est un service. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est les données de maladie. Mais si aujourd'hui les assurances en France, je vous la taquine, France est le seul pays au monde où les assurances n'ont pas accès du tout et elles payent complètement à l'aveugle. Donc si votre assurance, par exemple en Allemagne, le diabète est déclaré dans l'assurance et votre assurance vous dit Laurent, vous êtes diabétique, tenez, on a une solution pour vous, pour mieux gérer votre diabète, ça va vous coûter moins cher et je deviens votre partenaire de gestion de maladie. Et ça va vous coûter moins cher en même temps. Donc, tandis qu'en France, c'est cette relation d'adversariat. Allez-y, donnez un micro là pour les réactions, s'il vous plaît. Qu'on ait un petit peu, allez-y. Hein ? Non, mais on va vous donner un micro pour réagir. Oui, je suis pas d'accord avec vous. Hein. En France, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une prévoyance, j'ai pris une prévoyance, j'ai acheté, etc. Donc j'ai rempli plusieurs fois des dossiers médicaux pour des médecins d'assurance ou de banque. Et on n'a surtout pas intérêt à cacher si on est diabétique, si on a eu un cancer. Alors le médecin d'assurance ne va pas donner la donnée brute, cancer, antécédent de cancer, dépression, diabète, mais il va donner une note ou une couleur, une classification à la banque ou à l'assurance, et qui nous accordera ou non le prêt ou l'assurance, et calculera ses taux en fonction du degré de classification. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça marche déjà sans rentrer
dans la dénomination précise de telle ou telle maladie. Non, mais c'est vrai que la différence qu'il y a, c'est que, en particulier en Allemagne, vous avez des systèmes d'assurance qui viennent sponsoriser et du coup, ça se traduit par une facilité d'accessibilité à certaines thérapeutiques augmentée par rapport à d'autres systèmes dans le système français. La contrepartie, c'est qu'en effet, il y a un échange d'informations et toute la question de fond, si vous voulez, c'est pour ça que même si je ne reprendrai pas exactement la formulation, on est dans une réflexion qui peut avoir par moment un aspect un petit peu dogmatique et que tout système a du bon. Voilà, c'est vrai que dans notre culture, on en est. Mais voilà un peu ce qu'il y en est. Mais oui, je t'en prie. Je t'en prie, Yves. Une remarque. À défaut, actuellement, avec SansCloud en papier uniquement et crayon, si vous déclarez « j'ai eu une colique néphrétique », l'assureur va vous exclure toutes les pathologies rénales, quelles qu'elles soient. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, s'il y a possibilité d'affiner, éventuellement, moi personnellement, s'il m'augmente la prime de 2%, parce qu'on a déterminé que la probabilité que je refasse une crise de colique néphrétique va coûter tant, qu'elle est de temps, etc., et qu'au lieu de me coûter, je ne sais pas moi, 1 000 €, ma prime, elle va me coûter 1 500 €, je ne suis pas contre non plus, plutôt que de m'exclure complètement et absolument toute pathologie liée à mes reins. C'est un exemple, hein, ce n'est pas du vécu. Hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui... Non, mais pas de souci. Alors moi je vais poser une autre question à Khaled. Vous disiez, ok, mais c'est le patient qui choisit de donner. Mais si j'ai des lunettes et que j'ai quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que ces lunettes, en fait, je suis en train de... Je peux capter des datas, je vais aller regarder au fond de sa gorge. Même pire, je vais l'ouvrir, je vais regarder l'intérieur. Comment on fait là? On n'est plus... Est-ce que j'ai le droit d'exploiter vos données? Comment vous la voyez, vous, ce partage? Pour le moment, les lunettes, on pense que c'est pour les professionnels. Mais je suis un professionnel. J'espère qu'il n'y a pas de professionnels qui ouvrent les autres quand même. Non, mais on est d'accord. Oui, c'est-à-dire plus tard, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les objets connectés. Hein. Donc vous pouvez avoir des bracelets, ce qui existe, des montres qui peuvent donc calculer combien vous brûlez de calories, qui peuvent d'ailleurs intéresser beaucoup les assureurs qui nous ont contactés. Ils veulent comprendre comment ça marche. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas, ce débat assureur, on est dans une... quoi qu'il arrive, on va adopter ces objets. Tout va changer. Donc, quelle est la meilleure façon de vivre avec? Mais aujourd'hui, concernant ce que j'appelle les objets connectés, les lunettes, il est clair qu'on va avoir accès à des informations. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, les lunettes, c'est très simple. C'est une adresse IP. C'est comme votre téléphone. Est-ce que sécurisé? Bon, vous avez une sécurité avec le Wi-Fi, mais on ne peut pas remettre en cause ces nouvelles technologies à cause de ça, parce qu'au fait, dans ce cas-là, on bannit les téléphones, on bannit les tablettes. On est dans le même système. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, je dirais, c'est comment vous voyez. Imaginez que moi, parce que vous êtes très gentil, vous m'avez prêté vos lunettes. Vous venez me voir en consultation, vous venez me raconter une histoire. Je dois pouvoir l'enregistrer. Vous me dites des choses qui sont du domaine vraiment du plus privé, du plus personnel qui soit. Tout à l'heure, on demandait, oui, je mets le poids de façon anonyme, etc. Je ne suis plus dans quelque chose d'anonyme. J'ai un visage par définition, je peux filmer mon entretien à votre insu. Comment vous gérez la relation du médecin et de son patient dans ce monde hyper connecté utilisant ses lunettes? Vous avez dit tout à l'heure, on peut enregistrer une intervention. Oui. Pour qui? Pour l'avocat? Pour le scientifique? Pour qui? Oui, effectivement, c'est un point important. Mais vous savez, ce n'est pas uniquement dans le milieu médical. On travaille dans l'industrie, dans les usines, où dès qu'on a parlé qu'il y a des lunettes que l'opérateur utilise, on dit « Oh là là, il y a les CHSTT, on va filmer les gens et tout ». On ne peut pas arrêter le progrès. Il faut trouver des solutions, il faut en discuter, il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, on n'impose pas ça, mais il faut voir. On va améliorer le process, on va améliorer la santé des gens. Tout ça, c'est ça la base de ces produits.
Sinon, effectivement, si on se ferme à toutes ces nouveautés, Donc vous êtes en train de dire qu'il faut accompagner. Est-ce que dans la salle, parmi les chirurgiens cervicaux, parce que bon, c'est peut-être, alors moi je vous écoutais, j'étais en train de en vous écoutant, j'écoutais, je me dis tiens, ben oui, c'est vrai, on va refaire une autoplastie un peu complexe pour un gosse un peu mal formé, je vais avoir un peu ce que je veux me projeter. Il y a un truc tout bête quand on fait une oreille, on va opérer l'oreille droite, l'oreille gauche, manque de bol, quand vous opérez l'oreille gauche, vous voyez jamais l'oreille droite, donc faire exactement le symétrique, c'est pas facile. Je dis tiens, c'est pas mal. Est-ce que dans la salle, vous avez eu d'autres idées ou interrogations sur ce type de système dans vos pratiques quotidiennes? Je pense surtout aux chirurgiens cervicaux pour les dissections ou autres. Non? Il n'y a pas de retour? Émile, ça t'intéresse pas? Moi, non? Juste, pas pour répondre à cette Laurent, question, mais compléter par rapport à ce que vous disiez avant. Même si vous filmez face à un patient avec des lunettes, vous n'êtes en aucun cas libéré de votre relation singulière avec le patient et vous ne pouvez pas le mettre sur Internet. Les données que vous allez filmer, vous allez les mettre dans le dossier médical. Si, de façon singulière, même dans la parole et sans filmer, quelqu'un vous dit « je suis HIV positif », vous ne pouvez pas le mettre sur Internet. Vous le mettez dans votre dossier, vous l'écrivez HIV positif. Il vaut mieux si pas. le patient vous le fait de façon verbale, ça doit rester une donnée médicale liée au secret médical. Ça ne change absolument rien, ça ne vous libère sûrement pas du secret professionnel. Simplement, le médecin a continué à avoir une conduite. Non, c'est un peu ce que je voulais vous faire dire, que derrière, c'est anticiper l'évolution de la relation, qu'à un moment donné, dans cette relation, on risque de se retrouver avec la partie de consentement au partage d'informations, avec une partie qui va rester du domaine de l'individuel, et ce qui est aussi une barrière vis-à-vis de l'automatisme total, puisque c'est des questions qui peuvent quand même passer. Et il va y avoir aussi un apprentissage de cette nouvelle relation qui n'est pas du tout connue là-dessus. Xavier. Ouais, j'ai un petit commentaire quand même sur les données. Enfin, pour nous, IBM et toute la recherche qui est faite autour de Watson, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'il y a un grand investissement qui est fait dans le cognitif, il y a également un grand investissement qui est fait dans la sécurité. Dans les cas que j'ai présentés tout à l'heure, ce sont des données patients qui sont dans un hôpital, qui est sécurisé et qui n'est absolument pas partagé avec l'extérieur. Donc on met aussi une grosse emphase là-dessus, dans le sens où lorsque des données touchent aux patients et à un hôpital, et c'est valable dans d'autres industries, hein, les données bancaires, c'est pareil, hein. Dans les données bancaires, vous avez toutes les transactions bancaires que vous faites quand même tous les jours, vous avez votre salaire, c'est quand même un des seuls organismes qui connaît votre salaire, le nombre de transactions que vous faites, etc. Donc c'est quelque chose qui est juste fondamental, c'est la sécurité et de garder ces données-là. Et c'est vrai que moi, un microphone, s'il vous plaît. Personnellement, je ne vois pas mon ADN dans un assureur ou dans une banque. Pour moi, ça n'a pas sa place. Sa place, elle est à l'hôpital parce que j'en ai besoin à un moment donné. Voilà. Alors Jean-Michel avait une expérience à nous faire partager, ou une réflexion en tous les cas, sur ce système de réalité augmentée. Oui, je me permets de monter puisqu'il n'y a pas de micro. Oui, moi, mon idée, c'est un peu celle de Laurent, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, avec ces lunettes de réalité augmentée, qu'on opère une parotide, par exemple, que dans la vidéothèque de la spécialité, il y ait les meilleurs processus opératoires préfilmés, qu'on enregistre et qu'on modifie ça, qu'on personnalise avec une IRM et un scanner, et qu'on fasse donc une chirurgie personnelle, mais qu'en surimpression, on ait la chirurgie parfaite, personnalisé par l'IRM du patient, et on aura un rappel dès qu'on touchera par exemple sur une parotide le nerf facial, le logiciel, enfin les lunettes vont nous rappeler à l'ordre. Donc il y a une application technique à mon avis en chirurgie qui permettrait de sécuriser les gestes sur tout le territoire, qui sera peut-être, si ça existe un jour, demandé par le patient, demandé par les assureurs, et qui nous permettra d'avoir un geste plus fiable. Enfin moi c'est mon arrière-pensée prospective. C'est une vision qui est tout à fait réaliste. Une question? Alors, deux dernières questions, parce que je vais gérer le temps. Vous savez, je suis un peu un névrosé obsessionnel. Donc, tenez, je vous amène même le micro, vous voyez. Pour répondre à M. Klein, ou Klein, selon le territoire dans lequel on le vit, je voudrais simplement dire que les variations anatomiques, il faudrait peut-être les prendre en compte parce qu'il n'y a pas de données idéales opératoires.
vous repérez le nerf facial, mais il est plus ou moins haut, plus ou moins profond, etc. Il n'y aura pas d'image. C'est vrai, mais Il y aura maintenant, pas d'image pour pendant ceux que qui vous ont, opérez. qui ont assisté à la dernière session du Collège français sur la chirurgie parotidienne, nous avons vu des imageries d'une qualité de précision, de prédictibilité de la position du nerf facial. Bon, et on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'actuellement, on est dans des imageries, mais bon, le temps est compté, où le système, comme il dit, le système avance. Le système avance, et c'est vrai que la pensée de Jean-Michel, on aurait pu la penser dans l'onirisme. Je me demande si elle n'est pas anticipatrice, simplement. Bon. Mais c'est vrai qu'actuellement, et je n'ai pas posé la question, parce il y a encore des problèmes de précision, de calage, mais voilà, le train avance. Une dernière question, je fais la conclusion. Je voudrais compléter la réponse qui vient d'être faite. La Google Car, elle se promène et elle a fait 3 millions de kilomètres aux États-Unis. Les aléas sont bien supérieurs à trouver la position du nerf facial. Si vous avez des IRM qui ont été réalisés, vous avez un logiciel qui, en algorithme, aura déterminé la position que peut prendre sur des milliers d'IRM le nerf facial, et à tout moment, le nerf facial sera une priorité de repérage. Donc ce n'est pas du tout un problème, simplement c'est un problème de volume d'aspiration de données, et ça viendra. Google Car, elle se promène, elle ne renverse pas les gens, et elle sait comment déterminer les choses. Tous les aléas ont été envisagés, on fera la même chose en chirurgie. Je vais gérer le temps. Je vous propose de poser votre dernière question pour discuter. Il nous reste 1 minute 35 pour conclure. D'abord, pour vous montrer, voyez que dans la richesse des débats qu'il y a, on ne peut que féliciter le syndicat d'avoir suscité cette réflexion. La première partie de cette journée, c'était vous faire poser des questions sur ce qui peut exister, ce qui pourra exister à court terme, à moyen terme, et avoir une réflexion sur l'évolution potentielle, je dis bien potentielle, de notre exercice médical et de la relation médicale avec bien sûr les aspects éthiques. Les prochaines sessions vont plus s'intéresser sur l'aspect éthique, sur l'aspect légal et sur l'aspect financier, donc je ne voudrais pas empiéter. Si l'on veut conclure un peu de ces idées, vous avez vu qu'il y a un fort potentiel pour aller récupérer les données d'autrui, interagir avec autrui, beaucoup de travail encore à faire sur l'ergonomie, au niveau de la mentalité, au niveau de la gestion de data, et derrière on voit bien qu'on est guidé par 2 éléments, et là on reconnaît bien la première diapositive que je vous ai présentée sur les ORL. On n'a que 2 choses. 1, essayons d'en savoir un petit peu plus, et c'est le partage au niveau scientifique, et essayons d'être un peu plus efficients au niveau des patients, et je suis sûr que c'est ce qui vous guide tout à chacun. Je remercie très chaleureusement en votre nom l'ensemble des panélistes pour la qualité et puis l'intérêt qu'ils ont su développer, et je vous invite à faire un petit break. Merci.